Donc, pour rappel, et pour ceux qui nous regarderont une fois que ce webinaire sera mis en ligne, COVID-19 Africa est une association qui regroupe des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants et des professionnels, tous unis dans la volonté de lutter contre les effets socio-économiques du coronavirus sur le continent africain et ont à cœur de mobiliser toutes les ressources locales à leur disposition. Donc, nous organisons à cet effet des webinaires qui rassemblent des personnalités, des acteurs économiques africains, afin de recueillir leurs solutions, leurs points de vue pour permettre aux entreprises africaines de faire face à cette crise. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Donc, tout d'abord, commençons dans l'ordre alphabétique. Monsieur Sofiane Boudjema, qui nous vient de l'Algérie. Donc, Bonjour. Bonsoir. bonjour. CEO de CityDocker Algérie, d'ailleurs qui a été récemment sélectionné dans le concours entrepreneur africain 1000 Entrepreneurs Challenge de Digital Africa. Aussi Chief Operational Officer dans un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans l'écoute client et business développement, donc Brainco, c'est bien ça? Exact, c'est exact, oui. Ensuite, je vous présente Madame... Oh, elle a disparu. Bon, du coup, je vous présente d'abord Monsieur Kemo Touré, qui nous vient du coup de Dakar au Sénégal, donc qui est Chief Operational Officer de la plateforme Witico, donc qui est une plateforme d'opportunités, de jobs, financement, etc., pour l'Afrique, qui a des bureaux à l'île Maurice, au Nigeria et au Sénégal. Bonjour. C'est bien ça? Bonjour. C'est bien ça. Donc, normalement, on devait avoir une troisième invitée. J'espère qu'elle pourra se reconnecter d'ici là. Mais d'abord, tout d'abord, je remercie déjà Monsieur Boudjema et Monsieur Touré pour leur participation à ce webinaire, pour le temps qu'ils ont bien voulu nous accorder. Et j'espère que ce webinaire sera le premier d'une longue série de webinaires, donc de la part de l'association COVID-19 Africa. Donc, ce soir, nous allons donner la parole à ces acteurs africains que nous avons donc présentés, qui pourront nous partager à la fois leur expérience et leur ressenti par rapport à cette crise, mais aussi leurs idées pour une riposte efficace contre les impacts socio-économiques que vivent les entrepreneurs africains au quotidien. Donc, d'abord, avant d'avancer, est-ce que l'un de vous voudrait ajouter quelque chose par rapport à son parcours, est-ce qu'il emmène à être entrepreneur, ce qui a mené à être entrepreneur maintenant aujourd'hui? Alors moi, je commencerai, merci Joville, et encore bonjour à tous ceux, ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci pour l'invitation pour ce webinaire. Alors moi, j'ai la chance, vous avez parlé que cette série de webinaires donnerait la possibilité à des entrepreneurs, à des étudiants, à des chercheurs et à des employés plus ou moins qui travaillent dans l'écosystème africain. Moi, j'ai la chance d'être un petit peu les trois parce que je suis chef d'entreprise et je prépare aussi une thèse de doctorat en physique. Donc, j'ai la chance ou pas d'avoir les pieds un peu dans le monde académique, entrepreneurial et du salariat. Alors, justement, par rapport à la situation, par exemple, sur Alger, où nous sommes un petit peu, où nous commençons à sortir de ce confinement, même si on parle plus d'un couvre-feu. Et c'est vrai que aujourd'hui, on essaye surtout d'estimer l'impact de cette crise sur les entrepreneurs, sur les entreprises en général. Alors, il y a un grand travail de fond qui se fait aussi bien chez l'État, mais dans tout l'écosystème pour estimer d'abord l'impact pour après mener des actions pour essayer de corriger le tout. Et vous, Monsieur Touré? Alors, moi, je dirais aussi que la crise, ça me rappelle de vieux souvenirs. Il y a 12 ans, je viens d'être fraîchement diplômé de l'École centrale de Paris. J'ai bossé rapidement à la BNP. Je dis rapidement parce que au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que je m'ennuyais. Et la question que je me posais, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire. J'ai compris que pour moi, mon état d'esprit est plutôt fait pour le terrain. Et la meilleure manière de prendre ma liberté, c'est d'entreprendre.
Et ce qui m'a amené à créer ma première boîte en France. Malheureusement, je l'ai créée au mauvais moment. Ah, Parce que c'était le début de la crise de 2008 ah mince. et qu'au bout de 2 ans, en fait, la boîte a coulé. Du coup, j'ai été amené à rentrer en Afrique pour continuer mon aventure entrepreneuriale parce que c'est ce que je voulais vraiment faire et ce qui aujourd'hui m'a permis de sillonner un peu partout, tous les pays en Afrique, etc. Et je pense que je crois beaucoup au fait que bon, voilà, quoi, la crise elle est cyclique. Environ tous les 10 ans, il y a une crise. C'est peut-être l'ampleur qui diffère. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est de voir comment survivre encore de ces crises-là. Et bon, la crise du Covid est inédite. C'est parce qu'il n'y a aucun moment de l'histoire de l'humanité où tous les pays au monde sont concernés par le même problème en même temps, en un laps de temps aussi court. Et maintenant, bon, voilà, c'est un défi énorme pour toutes les grandes entreprises. Hein. Aujourd'hui, quand je vois la Silicon Valley, ça vire tous les jours, hein, mais aussi c'est au-delà de la crise sanitaire, le vrai impact c'est au niveau économique. Donc étant sur le marché africain, même si on n'est pas impacté sur le plan sanitaire, tout le monde sait que la crise économique, par le fait que les États, les pays protègent leurs intérêts, etc., est un challenge vraiment important, mais également en fait, une opportunité pour toute personne qui est entrepreneur ou qui souhaite entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons revenir justement sur cet impact économique, justement, comme vous dites, qui est très important et même plus urgent dans le contexte africain. Donc, merci Madame Kajwandai. Vous avez pu vous reconnecter. Donc, je vous présente Madame Kajwandai, donc, qui nous vient de Lumumbashi en RDC. Donc, qui est avocate au bureau du Haut-Katanga depuis 10 ans, qui est associée au cabinet Jack Associates, et dont les domaines de prédilection sont le droit des affaires, le droit du travail et le droit minier. Comme aux deux intervenants précédents, Madame Kajwandai, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre parcours qui vous emmène justement là où vous êtes aujourd'hui? En même temps, au-delà de ce que vous avez dit, c'est le plus important. Je suis aussi assistante à l'université de Lubumbashi, où je travaille depuis 2 ans en fait. D'accord. Et donc, si je n'ai rien raté, on va avancer. Donc, quelques chiffres. Déjà, je vous remercie aussi également pour votre présence, pour votre participation et le temps que vous nous accordez pour ce webinaire. Donc, le premier, j'espère, d'une longue série de l'association COVID-19 Africa. Donc, avant de Je nous vous en lancer dans prie, le vif madame. du sujet, merci beaucoup. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, quelques mots sur la crise. Donc, déjà, l'explosion de l'épidémie de Covid-19 que de nombreux acteurs, de nombreuses institutions craignaient il y a encore quelques semaines, quelques mois pour le continent, pour l'instant, ne semble pas s'être produite. Les chiffres officiels de contamination sont encore peu élevés par rapport au reste du monde. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, et ça, ce sont les chiffres de la Commission des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies Je pour la... vous entends à peine, je ne sais pas, vous pouvez... Ah mince, attendez. Alors, moi, de Vous mon m'entendez côté, je mieux? vous entends. C'est bon pour moi. Là, ça va, je vous entends. Là, ça... Ok. Donc, je reprends. Pour donc les chiffres actuels, donc on est à 218 082 cas confirmés, 99 325 guérisons et 5 874 décès. Donc, on est face à un taux de mortalité d'à peu près 1,82%. Donc, au-delà de cette crise sanitaire, c'est surtout une crise économique qui est à craindre pour l'écosystème africain et qui se fait déjà ressentir. Donc, déjà quelques chiffres. Donc, la Banque africaine de développement prévoit une baisse de la croissance. Une baisse, la croissance africaine, donc entre moins 0,7% et moins 2,8% en fonction de la gestion de la crise, contre une croissance qui était prévue à
3,2% en 2019. Et la Banque mondiale, elle, est encore plus pessimiste, avec une prévision oscillant entre une récession entre 2,1%, moins 2,1% et moins 5,1%. Selon l'Union africaine, on pourrait compter près de 20 millions d'emplois qui pourraient être perdus, à la fois dans le secteur formel et informel. Et selon l'ONU, ce chiffre pourrait même monter jusqu'à 50 millions. Donc, pour revenir justement sur cette crise et ce ressenti, en tant qu'acteur, de par votre position, soit en entrepreneur, soit en accompagnement ou en contact avec les entrepreneurs, cette crise, vous la vivez au quotidien à travers vos activités. Donc, je voudrais bien faire un tour de table pour que chacun de vous exprime un peu son ressenti par rapport à la crise, ce que vous pouvez déjà observer en guise d'impact sur l'écosystème entrepreneurial du pays dans lequel vous vivez ou vous travaillez. Donc, je continue dans l'ordre alphabétique. Monsieur Boudjema. Alors, merci, Jovi. Alors, je vais parler d'Alger. Alors, pour ceux qui connaissent plus ou moins l'économie algérienne, donc elle est dépendante environ à 95%, 98% sur les hydrocarbures. Donc, nous avons vécu de plein fouet la chute des prix de baril qui ont, pour certains, dépassé le seuil du zéro. Aujourd'hui, récemment, par exemple, en Algérie, on vient de promulguer une loi des finances complémentaires pour justement rétablir un petit peu les balances et les prévisions budgétaires de l'État. Donc, on a eu pratiquement 50% de moins sur les dépenses de l'État. Et un échelonnement ou une prévision des budgets de l'État qui se situe sur un baril. Il prévoit un baril à $30 sur leur alors, globalement, sur le côté entrepreneurial en Algérie, en fait, il y a deux volets, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez le volet formel, donc qui est pour la plupart un peu à l'arrêt, parce que justement, cette crise a dû stopper, comme partout dans le monde, beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises. Mais aussi, il y a aussi le côté informel qui représente, on l'estime en Algérie, à peu près à plus de 50% de l'économie algérienne. Donc, c'est vraiment énorme. Qui aussi a subi de plein fouet cette crise parce que on a par exemple en Algérie, on a beaucoup de difficultés à estimer les revenus moyens d'une personne parce que pour la plupart, ils ont des revenus dans l'informel. Et donc aujourd'hui, cette crise pour les petits budgets était vraiment assez catastrophique parce que même l'économie informelle, si je puis dire, a été plus ou moins touchée. Même si aujourd'hui, nous en gardons quelques effets positifs de cette crise qui vont dans le chemin de la digitalisation des entreprises. Et c'est un grand sujet en Algérie, c'est un grand débat où cette crise a vraiment démontré, par exemple, je parle du cas de mon entreprise, on pouvait travailler, par exemple, en home office, en télétravail. Vous connaissez l'Algérie, c'est un très grand pays. Alors, aussi bien qu'on a fait des exploits extraordinaires en termes d'électrification en réseau électrique de toute l'Algérie. Donc, vous avez l'électricité qui arrive un peu partout en Algérie. Par contre, Internet, c'est un peu moins bon. Et donc, cette crise a démontré quand même qu'on pouvait travailler en télétravail un peu partout en Algérie. Donc, tous nos collaborateurs, pour la plupart, travaillent un peu partout. Donc, il y avait ce côté-là. Après, il y a aussi, par exemple, une croissance incroyable tout ce qui est e-payment. Et ça, c'est un autre sujet très important dont on parle en Algérie, qui est de la bancarisation de toutes les opérations, donc aussi formelles, informelles. Donc aujourd'hui, nous avons démontré aussi que les gens pouvaient utiliser les services en ligne, même s'ils ne sont pas très développés. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire en ligne, c'est généralement payer des factures, acheter quelques services comme des billets d'avion, des assurances, etc. Donc voilà, aujourd'hui, cette crise, nous le voyons vraiment. Alors, vous parlerez à tout Algérien, qu'est-ce que le pétrole représente pour lui? Il vous dira c'est une malédiction.
parce que ben, ça bloque, ça stoppe un petit peu toute l'économie qui est aussi dépendante de ça. Donc aujourd'hui, nous avons on anticipe beaucoup cette digitalisation des entreprises qui, on l'espère, va s'activer beaucoup plus rapidement, mais aussi toutes les opportunités de développement de ces business à partir de cette crise. Et on le voit, par exemple, tout ce qui est livraison, ça a vraiment explosé. Donc, le business, les e-commerce, etc. Donc, ça marche très, très bien. Bien sûr, la logistique ne suit pas forcément, mais ça commence à se bouger sérieusement de ce côté-là. Excusez-moi. Monsieur Touré, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, Merci. très bien. Oui, alors, bon, je pense que l'impact déjà directement pour nous, notre activité, bon, j'étais dans un programme au niveau panafricain entre Nairobi, Lagos, qui impliquait beaucoup de voyages, de déplacements à l'international. Donc, tout d'un coup, en l'espace de 2 ou 3 semaines, tout a été déprogrammé. Et donc, du coup, on a essayé le télétravail, mais comme j'ai dit, on a une belle télé, mais il n'y a pas de travail. Et le télétravail, il faut qu'il y ait le travail d'abord. Donc, les entreprises ne sont pas assez préparées face à cette situation. Et ça, c'est un gros problème. Nous, personnellement, on a pris des mesures. Au bout d'une semaine d'observation, on s'est dit, voilà, on met tout le monde en chômage technique, que les gens en profitent pour se reposer, aller faire autre chose. Donc, recommander aux collaborateurs d'aller sur Internet, il y a des cours gratuits, allez vous former sur votre anglais, allez vous former sur du Python, etc. Histoire de les occuper autrement que par le travail. Et donc, on a repris qu'il y a 2 ou 3 semaines et on voit la différence parce que tout le monde est revenu en pleine forme. Les gens étaient quand même pressés de revenir reprendre le travail. Et voilà, donc ça, c'est au niveau interne ce que ça a impliqué. Maintenant, sur le volet économique, la crise a eu un impact quand même assez important parce que on sent que malgré la reprise effective, les projets ne sont pas encore en place. Nous sommes dans le recrutement, en l'occurrence. On sait qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont fermer, par exemple. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce que le marché va reprendre, quand est-ce que les entreprises auront la confiance pour recruter. Parce que tout ça, ça dépendra voilà, des mécanismes qui sont en place. Même au sein en Afrique, d'un pays à l'autre, on n'a pas la même manière de gérer la crise. Si je compare le Nigeria et le Sénégal, j'ai 2 cultures antagonistes. D'une part, une culture anglo-saxonne où on peut recruter aujourd'hui et comme on peut virer demain à l'américaine. Alors que quand on est dans un pays plutôt francophone, c'est toujours voilà, inspection du travail, etc. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes process. Donc, du coup, recruter, c'est difficile. Virer, c'est aussi difficile dans un pays francophone comparé à un pays anglophone. Donc, le Nigeria aussi, pareil, hein, comme l'Algérie, un pays qui dépend fortement du pétrole, a été très impacté. Nous, au Sénégal aussi, on a découvert récemment d'importantes réserves naturelles en gaz, etc. Donc, il y a beaucoup de projets d'envergure qui étaient bien lancés, etc. On pensait pouvoir exploiter le pétrole dans 2 ou 3 ans, ou le gaz. Maintenant, il y a quelques mois, tout d'un coup, tous les contrats ont été renégociés, stoppés ou renégociés. Et donc, du coup, c'est un flou total au niveau macroscopique. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on le ressent. Nous ne sommes pas encore prêts. La société n'est pas encore assez digitale.
on est toujours dans l'économie informelle. Le taux de bancarisation est très faible parce que si tu veux faire du e-commerce, c'est plus facile si on a une économie digitale. Donc, voilà, on a de vrais challenge pour voir comment relever l'économie. Maintenant, c'est là où se trouve, à mon avis, un peu l'opportunité pour les entrepreneurs. Ah, nous avons perdu Monsieur Touré. Oui, excusez-moi, en fait, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi, en fait, c'est mon téléphone qui sonne et donc du coup ça coupe. Ah. Oui, donc du coup, je disais, voilà, sur le volet digital, je pense qu'il y a une vraie opportunité qui est là, qui est à exploiter. Et maintenant, la crise, elle est ce qu'elle est. Personnellement, bon, voilà, je pense qu'il y a quand même un délai d'observation d'ici la fin de l'année en réalité, hein, parce que rien, à mon avis, ne va se passer. Comment on s'organise, c'est travailler en interne, en termes de renforcement des capacités, transfert de compétences, former les collaborateurs, réfléchir sur notre offre, notre positionnement, parce qu'on croit à une chose, c'est qu'il y a une vie avant et une vie après le Covid. Ce qui s'est passé, typiquement, par exemple, on organise des événements à l'international, à New York, etc. Ça, c'est des choses qui, forcément, il y aura un impact sur la manière de voir le monde avant et après le Covid. Et donc, je pense que c'est un peu ça, les choses qui se trament, en tout cas à notre niveau. Maintenant, voilà, au niveau panafricain, bon, d'un pays à l'autre, la situation est différente. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Justement, vous avez abordé le sujet du travail, du droit du travail, licenciement, embauche. Donc là, pour le coup, Madame Kai Wanjai, là, je vois, je sens, vous êtes plus en contact avec un portefeuille d'entreprise, je suppose. Donc, qu'est-ce que vous avez pu observer, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, ben, du coup, en RDC, voire même dans la région? Euh, Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? C'est bon. Je dis en RDC, depuis le mois de mars, qu'on a pris des mesures urgentes par rapport concernant le Covid. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Donc, il y a la capitale qui est Kinshasa qui a été mise en quarantaine. Donc, déjà par rapport à mon travail, ça me demande de bouger à tout moment. Non seulement de bouger à tout moment, il y a de travail que je fais à mon bureau et il y a ceux-là qui me demandent de me déplacer dans différentes parties du pays. Et que le plus gros problème, c'est que depuis le mois de mars, on a d'abord suspendu avec des audiences. Comme on a suspendu avec les audiences, donc le travail il est automatiquement réduit. Donc on le sent directement sur le travail qu'on fait régulièrement. Il est réduit en tant qu'avocat. Donc il y a des audiences qui n'attendaient que plaidoirie et puis être clôturées par la suite, mais ça a été suspendu. Et au-delà de ça, du fait que le travail a été un tout petit peu réduit, ce que tous les jours, dans ce que je fais régulièrement, dans le droit des affaires, j'accompagne des gens qui ouvrent des entreprises, des petites et moyennes entreprises, ou soit des entreprises extractives, ou soit encore des jeunes qui commencent avec des startups. Je les accompagne à l'ouverture et pendant qu'ils fonctionnent normalement avec le droit du travail, et on sent qu'il n'y a plus d'engouement. Covid a commencé. Ces jours-ci, pendant ce temps, en principe en RDC, et par rapport au droit OHADA que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est que c'est le temps où on dépose le bilan, on déclare le bilan de l'entreprise au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Mais il n'y a pas non plus d'engouement par rapport à la déclaration du bilan. Donc, pas de création d'entreprise, pas de déclaration de bilan ces jours-ci.
Simplement, il y a certaines inscriptions complémentaires qui sont faites au niveau des guichets uniques. Et par rapport à mes recherches, quand j'étais en contact avec le chef d'antenne du guichet unique, il me dit que les inscriptions complémentaires sont faites dans le sens de changement de siège social de l'entreprise ou soit changement de gérant. Donc, pas trop d'impact sur l'économie du pays. Or, dans la plupart des cas, c'est des actes de cession. Souvent, c'est des PV d'Assemblée générale où il y a un associé qui a cédé à un autre des parts sociales, soit des actions à titre gratuit ou soit à titre onéreux. Mais il n'y a pas trop d'engouement dans ce sens. Donc, il y a une récession totale sur l'économie. Et ce qu'il faudrait souligner, c'est que notre économie a trop tourné plus dans l'informel, mais depuis l'avènement des guichets uniques, qui a fait en sorte que on puisse réduire les frais pour la création d'entreprises, ça a quand même poussé certaines personnes à rentrer dans le formel, à créer des entreprises convenablement. Et puis, il y a eu une loi sur les sous-traitances par rapport aux activités principales des entreprises extractives qui se trouvent en RDC, qu'en principe, dans la sous-traitance, il faut qu'il y ait des sociétés, donc des petites et moyennes entreprises congolaises à capitaux congolais. Donc, ça ne veut pas dire que totalement 100% capital social de Congolais, mais 51% des parts sociales devraient quand même revenir aux Congolais, ce qui permettrait de créer une classe moyenne. Mais depuis que ça a commencé, c'est un tout petit peu difficile et compliqué. Et au-delà de ça, il y a des gens qui sont en train de quitter l'informel pour aller dans le formel, mais il y a aussi les taxes qui frappent souvent les entreprises, qui empêchent à ce que beaucoup de gens rentrent dans le formel. Donc, il y a tout ça qui empêche à ce que le travail évolue normalement. Comme j'ai dit que j'étais aussi à l'université, depuis que les mesures urgentes ont été prises, on a arrêté carrément à l'université, on ne sait pas aller travailler. C'est comme quand on est en vacances, quand les profs sont en vacances, quand les assistants sont en vacances, on ne les paye pas, ils n'ont pas droit à leur prime. Donc, il n'y a pas de paiement. Il y a des choses qui sont bloquées aussi dans ce sens. Donc, les ressentis du Covid sur mon travail que je fais régulièrement a un grand impact. Les frontières sont fermées, pas de circulation de personnes, de biens, de services. Ça bloque un tout petit peu le travail, mais il y a le côté où la technologie nous aide un tout petit peu parce que il y a certaines demandes ou certains travaux qui ne demandent pas à ce que je me déplace de la maison. Donc, j'ai besoin d'un email dans lequel on me demande de préparer un contrat. Je peux travailler à la maison, je peux travailler dessus. Ou soit je peux encore aller au bureau, je travaille dessus, mais ça ne va pas demander à ce que je reçoive le client en face. Mais en général, l'impact négatif, il est là. On ressent qu'il y a vraiment une récession sur l'économie parce que les notes d'honoraires d'avocats sont frappées de TVA. Donc, la TVA, elle rentre dans le compte du Trésor et ce qui fait en sorte qu'on puisse un tout petit peu relancer notre économie. Mais avec toutes ces choses, on sent que les choses sont un tout petit peu bloquées. Donc, en général, c'est ça, au fait, les ressentis du Covid sur mon travail que je fais régulièrement. Mais sinon, par moment, on essaie d'appliquer le geste barrière, hein, parce qu'il faut le faire et tout. Il faut vivre avec le Covid et se battre pour aller au-delà de tout ça. Donc, on va au bureau, on travaille, on fait de conférences call, vidéo call et par moment des emails, ce qui nous permet de continuer à travailler. Mais en général, on sent quand même que l'économie est déjà touchée par rapport à cette crise, au fait. Et juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, au niveau de cette récession, est-ce que ça s'est traduit, est-ce que vous avez observé peut-être que ça se traduit en des licenciements, peut-être? Est-ce que c'est le cas? Oui, tout justement, comme je disais tout à l'heure qu'on accompagne des clients lorsqu'ils ont ouvert leurs entreprises, ils embauchent des gens. Il y a des entreprises extractives auxquelles on est attaché. On est avocat et conseil en même temps. Il y en a qui ont libéré, qui ont carrément estimé qu'il y avait, bon, je dirais, il y en a qui appellent ça congé technique, mais légalement, c'est pas le terme. Donc, ils ont estimé qu'il y a un problème des finances et qu'il faut fermer l'entreprise. Dans ceux-là qui sont dans les petites et moyennes entreprises, je peux parler de l'hôtellerie, la restauration et autres choses. Il y en a qui ont mis même des travailleurs à la porte et ils ont gardé quelques-uns, et à qui on a exigé que leur salaire soit réduit. Donc, l'impact, il est très, très négatif. Le salaire, il est réduit, mais là-dessus, on perçoit l'hyper. Donc, je suppose que
dans l'impôt qu'on devrait percevoir sur un travail produit, l'État congolais devrait aussi, de son côté, revoir le pourcentage de l'impôt qu'il faut percevoir sur le salaire pour que les choses puissent un tout petit peu s'améliorer. En fait, il y a beaucoup de travailleurs qui sont à la rue actuellement. La main-d'œuvre est totalement touchée parce qu'on nous parle des gestes barrières. Et à un moment donné, on a vu des gens rentrer à la porte. Il y a des gens qui sont à la maison actuellement, pas parce qu'ils sont en confinement, mais parce que leur contrat a été résilié et que l'employeur estime qu'il ne pourrait pas continuer avec eux parce qu'il ne sera pas capable de les payer, parce que l'hôtellerie est fermée ici chez nous. Dans la restauration, il y a quelques hôtels peut-être qui bougent, mais tant que les frontières sont fermées et que certaines villes du pays sont mises en quarantaine, il y a moins de déplacements, donc l'hôtellerie est vraiment touchée, la restauration, il y a les restaurants qui sont fermés. Je ne vois pas un employeur dans ce cadre-là garder des travailleurs alors que le restaurant est fermé. Donc automatiquement, ça touche sur la main-d'œuvre et qu'il y a une récession sur l'économie. Merci beaucoup, Madame Kajwandai. Donc, vous avez bien lancé la deuxième partie en abordant déjà certaines mesures peut-être que vous pensez pertinentes par rapport au gouvernement congolais. Donc voilà, nous rentrons dans cette deuxième partie pour vraiment parler du vif du sujet, c'est-à-dire quelles sont selon vous les mesures adéquates, immédiates, les plus essentielles pour vous pour soutenir les entrepreneurs africains dans cette crise. Donc déjà, peut-être faire un tour de table pour chacun de vous, peut-être en 2-3 mots, quels sont les domaines importants? Je continue dans l'ordre alphabétique. Monsieur Boudjema? Alors, par rapport aux mesures, alors, je vais d'abord faire un petit tour rapide sur les mesures qui ont été déjà prises par le gouvernement algérien. Alors d'abord, il y a eu donc les banques ont plus ou moins arrêté tout le recouvrement des dettes, donc des crédits pour l'instant. Donc elles ont plus ou moins suspendu le paiement. Elles ont demandé à leurs clients d'arrêter le recouvrement de leurs dettes. Vous avez aussi un retardement par rapport au paiement des impôts. Donc, tous les impôts qui devaient être mensuels ont été retardés là jusqu'à la fin juin. Donc, mais après, on ne sait pas si cela va encore être rééchelonné ou pas. Après, en parlant de cadre légal, donc aujourd'hui, nous aussi on est un pays plus ou moins francophone. Et donc, notre législation de travail aussi est assez plus ou moins complexe pour virer quelqu'un ou pour le mettre au chômage. Par exemple, moi, je parlerai du cas de mon entreprise où nous avons dû donc retarder, voire annuler des recrutements. Et nous avons fait passer une partie de nos salariés à mi-temps, donc sur des contrats à mi-temps, pour justement pouvoir alléger la pression sur notre trésorerie. Mais c'est vrai que c'est très, très problématique. Alors, en ne payant pas d'impôts pour l'instant, en réduisant donc, notre charge salariale, on arrive un peu à tenir. Donc, grâce à la Grèce qu'on s'est mis, grâce à notre trésor. Mais c'est vrai que ça ne va pas trop durer pour l'instant. Alors, nous, par exemple, dans notre stratégie, c'est vraiment d'aller vers l'export, donc d'aller sur des marchés hors Algérie, pour se positionner vraiment avec nos produits à l'étranger. Parce qu'il est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de vendre en Algérie. Alors, en parlant maintenant de mesures qui pourraient être plus simples pour alléger l'effet de la crise sur les entrepreneurs. Alors, vous avez le côté d'abord création d'entreprises. Alors, moi, j'écoutais ce que disaient les deux autres intervenants. Par exemple, aujourd'hui, nous avons sur la loi des finances complémentaires qui a été promulguée récemment, par exemple, on a abrogé la règle du 51-49. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'obligation, quand un investisseur étranger arrive, d'avoir 49% des parts et 51% avec un Algérien, donc un résident algérien, dans la création de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, cette règle a été abrogée pour certains secteurs et elle reste sur certains secteurs stratégiques tels que tout ce qui est énergie,
industrie pharmaceutique, minière, etc. Donc, c'est un bon point parce que ça va permettre donc, aux investisseurs ou à la création de partenariats plus simplement et plus facilement avec des investisseurs étrangers. On a revu quelques règles aussi sur tout ce qui est investissement, notamment les apports en capital, l'obligation d'apport des capitaux sur des fonds algériens. Donc, il y a eu quelques changements en termes de réglementation pour promouvoir l'investissement étranger. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Par contre, j'entendais les intervenants parler tout à l'heure, par exemple, de guichet unique. Par exemple, nous, ça nous fait rêver, par exemple. Aujourd'hui, la création d'entreprises au niveau administratif, elle est très complexe. C'est assez lourd. C'est un process qui peut durer jusqu'à 2 mois pour créer une entreprise. Donc, c'est très, très long, très, très lourd administrativement parlant. Il n'y a pas de guichet unique. Il faut aller à gauche, à droite, etc. Donc, un allègement de ce côté-là ou des réformes sur ce volet-là seraient vraiment les bienvenus. Pour anecdote, moi, je dois faire des workshops de plus de 2 heures pour expliquer comment est-ce qu'on crée une entreprise en Algérie. Ça vous donne une idée sur la difficulté administrative. Donc, ça devient vraiment un vrai… il y a beaucoup de choses à faire. Après, sur le côté réglementation, par rapport aux entrepreneurs, par rapport aux entreprises, aujourd'hui, nous sommes dans un écosystème qui change vraiment en termes de réglementation. On essaye d'alléger, de promouvoir l'entrepreneuriat et surtout tout ce qui est micro et petites entreprises et les startups. Alors récemment, nous avons aussi eu la création d'un ministère des petites entreprises, des startups et de l'économie de la connaissance. Il y a eu un ministère délégué pour tout ce qui est incubation, etc. Donc, il y a l'écosystème startup qui vraiment adopte ou qui a un cadre réglementaire plus clair pour promouvoir toutes ces activités. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, pour vraiment alléger en termes de charges sur les entreprises, il faut revoir, je pense, tout ce qui est fiscalité, car entre toutes les charges fiscales que doit supporter une entreprise, ça devient très, très compliqué pour vendre et pour commencer une activité dans de telles conditions. Alors, il y a eu des propositions de part et d'autre pour activer ça, pour réglementer ça et faciliter la vie aux entrepreneurs. Mais par contre, il reste beaucoup d'efforts à faire sur ce côté-là. Alors, nous, par exemple, on a essayé de proposer des solutions tant qu'on a la parole. C'était surtout sur le volet fiscal parce que par exemple, on parlait d'économie informelle. Moi, je dis que l'économie informelle, c'est une vraie école qu'on devrait apprendre plutôt que de la combattre. Aujourd'hui, les entrepreneurs dans l'informel peuvent nous apprendre beaucoup en termes de création de richesse et surtout en termes de création de micro-entreprises. Et c'est ça, et c'est une chose très, 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 très intéressante. Donc, le grand challenge aujourd'hui, moi, je dirais, il n'est pas juste pour les entreprises qui sont déjà créées, donc pour les aider à survivre. Il y en a beaucoup qui vont mourir. Mais je pense que c'est de rabattre toute l'économie informelle vers le formel avec des mesures d'allègement dans le process de création d'entreprise, mais aussi des allègements sur la fiscalité pour les inciter justement à venir sur le formel. Si vous jetez un coup d'œil très simple sur tous les réseaux sociaux, par exemple algériens, toutes les plateformes de réseaux sociaux, vous allez voir beaucoup d'économies, beaucoup d'entreprises qui s'activent là-bas, qui font vraiment une activité qui est en pleine expansion, mais qui sont pour toutes dans l'informel. Si vous allez leur parler de formel, etc., ils vont très vite faire sortir les boucliers parce que voilà, pour eux, le formel, c'est beaucoup d'impôts et surtout très lent. Et eux, ils n'ont pas forcément le temps pour tout ça. Donc, pour ma part, je dirais, c'est alléger les process de création d'entreprise, revoir la fiscalité pour les gens qui se lancent, surtout qui viennent de l'informel, mais surtout le digital comme vraiment secteur prometteur en termes de développement de ces écosystèmes. Nous, par exemple, nous avons été agréablement surpris de voir qu'on pouvait travailler en télétravail, chose qu'on n'aurait pas vraiment misé dessus il y a quelques mois, mais ça a prouvé qu'on était capable de travailler en télétravail, de se diversifier sur certains segments
et de pouvoir résister à cette crise. Pour rebondir justement sur ce que vous avez dit, donc vous avez prôné l'allègement des mesures pour la création des entreprises qui, du coup, sont asphyxiées pour le moment lors de leur création, lors de leur début. Mais dans le cadre du Covid, vous avez aussi parlé de la trésorerie et c'est un peu le nerf de la guerre pour les entreprises. Alors, pour celles qui sont déjà sur place, est-ce que, par exemple, vous vous sentez accompagné déjà dans ce cadre-là, vu que vous êtes une entreprise formelle? Est-ce que vous avez accès quand même à des crédits pour justement tenir la barque? Alors, nous, par exemple, alors nous, on a la chance d'avoir des créances clients qu'on n'a pas encore recouvert. Donc, on a un peu la chance d'avoir un peu de trésor et donc cash qui va rentrer prochainement. Donc, ça va. En termes de prévision sur cette fin d'année, on n'est pas très stressé, mais c'est un coup de chance. C'est-à-dire qu'au début, on avait de mauvais clients, de mauvais payeurs. Mais avec la crise qui se sont avérés quand même un coup de jus, un coup de pouce assez chanceux. Par contre, en termes de crédit, alors oui, il y a certaines entreprises qui ont recours à des crédits, mais ce n'est pas vraiment une tendance en Algérie. Généralement, on va plus aller sur du moins pour les entreprises privées, on va plus aller sur des licenciements, sur des contrats à mi-temps, comme nous, on l'avait fait. Alors, des aides comme ça, elles seraient les bienvenues. D'ailleurs, un des fonds d'accompagnement des jeunes qui s'appelle l'ANSEJ, donc c'est l'Agence nationale de support aux jeunes entrepreneurs. Donc, elle, par exemple, c'est un organisme d'État qui offre des crédits pratiquement à 0% pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pour les jeunes entrepreneurs. Donc, eux, ils sont dans un programme qui s'appelle, par exemple, Restart, qui font donc en sorte de recenser ces entreprises qui tiennent encore le coup et de leur donner un coup de main financier pour se relancer, mais aussi de voir comment, donc on a été, par exemple, nous, comme on est une entreprise en SAGE, on a été contacté par l'organisme, donc on a fait des propositions dans ce sens et ils se sont promis donc de donner un coup de main. Alors, on ne sait pas encore trop quel genre de mesures ils vont prendre, mais c'est vrai que la pratique de prendre des crédits pour les entreprises, elle n'est pas très commune en Algérie, du moins pas de crédit pour la trésorerie. Généralement, si on s'endette, c'est vraiment sur des projets d'investissement, mais sur des projets de trésor, c'est un peu moins commun. Donc, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui vont aller sur ce volet-là, d'autant plus que s'endetter maintenant, ce n'est pas la meilleure des solutions, vu qu'on n'a pas de visibilité sur des rentrées d'argent à très court terme. Merci beaucoup. C'est pour ça que je disais, juste, pardon de vous couper, c'est pour ça que je disais, parler d'allègement fiscal, ce serait plus intéressant qu'un endettement dans des conditions qui sont assez catastrophiques. Qu'en dites-vous, Monsieur Touré? Alors, je veux bien quelques dinars, hein, comme j'ai beaucoup d'argent et j'attends ma part. Oui, alors certaines choses, je partage son avis sur s'endetter. Je ne vais pas m'endetter pour la trésorerie, ça n'a pas de sens pour une entreprise. Effectivement, des mesures d'incitation fiscale sont plus adéquates. Bon, pour le Sénégal, l'État avait mobilisé à peu près 1000 milliards destinés à la relance de l'économie. Donc, ces 1000 milliards de francs CFA, c'est à peu près 1,5 milliard d'euros. Il y a à peu près 200 milliards qui est dédié, en tout cas, à la relance de l'activité économique. Donc, qui permet aujourd'hui au ministère de l'économie de soutenir directement les entreprises par de la garantie auprès des banques pour faciliter l'accès au crédit. Donc ça, c'est parmi les mesures concrètes qui ont été prises par l'État du Sénégal. Maintenant, après, il y a entre la volonté des pouvoirs publics et
comment ça se matérialise sur le terrain, c'est peut-être là où il y a en fait, un fossé, parce que aujourd'hui, tout le monde n'est pas en mesure d'aller prendre, en fait, n'est pas à jour, n'a pas tous les éléments qu'il faut pour aller voir une banque lui dire je veux un crédit de, je sais pas moi, en fait, de 100 000 euros, parce que la banque va s'attendre à, OK, je donne 100 000 euros à une structure dont je ne suis pas sûr que la structure va survivre au-delà en cas de telle ou telle période. Il se trouve que la structure est elle a une existence formelle, mais elle fonctionne de manière informelle. Elle n'a pas d'état financier, etc. Donc, il y a pas mal de problèmes, en tout cas, qui nous rattrapent en réalité sur ce volet-là. Maintenant, pour se relever, à mon avis, il faut qu'on se dise que le Covid-19, il y aura en fait un Covid-20, 21, 22. Et dans cette logique-là, on doit, comment dirais-je, sortir d'une logique court-termiste et se dire que c'est quelque chose c'est comme un tremblement de terre. Il y a la secousse, mais après, le temps que ça se propage, on en a au moins pour 2 ans, quoi. Donc, comment faire pour faire de sorte que les entreprises qui sont là, qui sont les piliers de l'économie, puissent survivre à cette crise et prévoir un plan de relance pour encourager la création de nouvelles entreprises dans le pays. Maintenant, il y a un point qui est aussi extrêmement important, c'est si on prend l'exemple du Sénégal, on se rend compte qu'on a une balance commerciale qui est largement déficitaire. C'est un pays qui importe trop. Et je pense que cette crise-là, c'est aussi une opportunité unique, en tout cas pour le Sénégal, mais également pour la plupart des pays africains, de réfléchir à leur business model. C'est aujourd'hui, je prends juste un exemple. Je suis ministre ou je suis autorité du pays. Quand je suis malade, je vais me soigner où? Dans les meilleurs hôpitaux, dans le 8e à Paris, etc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pensé à construire des hôpitaux qui sont aux normes de qualité. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a 1 mois ou 2, même la France n'avait pas assez de masques. Tout le monde sait que le masque, c'est rien du tout. Donc, tous les pays ont été dans des mesures où on dit, OK, on ferme notre pays. Là, aujourd'hui, plus d'exportation. Tout le monde se protège. Donc, nous qui sommes habités à consommer de l'extérieur des choses qui sont vraiment d'un niveau très, très accessible que tout le monde peut faire, on se rend compte que voilà, on est vulnérable. Peut-être que c'est aussi une opportunité à tout le monde. Maintenant, après, dans quelles conditions, ça, c'est peut-être pas défini, etc. Mais au moins, on dit, voilà, sur le plan de la santé, construisons des hôpitaux pour une population de 15 millions. Aujourd'hui, est-ce que, en fait, s'il y a le Covid-20 ou 21, est-ce qu'on est en mesure au moins d'assurer les minimums? Le Sénégal n'a pas plus de 100 lits pour assurer, comment dirais-je, n'a pas plus de 100 respirateurs. Ça veut dire qu'en fait, c'est une population de 15 millions. Si le Covid était aussi grave qu'en Italie ou en France, ce serait une hécatombe. Donc, comment faire pour réfléchir au niveau macro et sur des solutions durables? Ça, c'est pour la santé, mais c'est valable pour d'autres domaines. Hein. C'est valable pour l'agriculture. Voilà, pourquoi aller manger tous les jours des pâtes, du pain, sachant que nous ne présentons pas du blé? Pourquoi ne pas penser à promouvoir le consommé local, etc. Donc, quand on parle de tourisme, etc., voilà, pourquoi j'irai passer mes vacances à Paris, à New York, alors que je peux aller en campagne, etc. Voilà, donc c'est vraiment réfléchir au niveau macro, au niveau étatique, comment faire pour booster vraiment nos différentes économies. Air France, OK, 7 milliards pour soutenir Air France, mais moi qui voyage beaucoup dans les aéroports en Afrique, bon, avant la crise, on n'avait pas de compagnie aérienne dans les pays, la plupart des pays en Afrique. Celles qui en ont, leur flotte sont mais vraiment vétustes, etc. Après la crise, ça va être la catastrophe. Si des grandes compagnies aériennes mondiales sont en difficulté, que dire de la petite Air Burkina, etc., bah, ça va être vraiment la catastrophe, quoi.
Maintenant, c'est une crise aussi qui ne peut pas se résoudre seule. Il faut que, si c'est à l'échelle africaine, c'est important en fait, qu'on ait des leaders qui vont en fait, un peu driver l'économie sur l'Afrique, mais il faudrait que des institutions sous-régionales, voire continentales, puissent vraiment réfléchir sur des solutions durables à long terme. Aujourd'hui, personne n'a senti l'Union africaine. Les choses qui se passent en Europe, on sait que l'Union européenne est là, est là, est là. Où est l'Union africaine? Où est la BAD? Où est la CEDEAO? Ça, c'est toutes ces questions-là en fait, que ça doit en fait, poser, en tout cas, aux États, aux dirigeants, pour voilà, renforcer les relations, en tout cas, multilatérales, les coopérations interpays, parce que c'est pourquoi j'irais en fait demander un pays qui est à 24 heures de vol, alors qu'entre voisins, on peut en fait, s'entraider directement. Donc voilà, c'est ce qui est valable pour les États, ça l'est également en fait, pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Donc réfléchir à des solutions pour régler des problèmes. Bon, quand on dit problème, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Donc l'idée, c'est voir comment l'État peut faciliter un peu la création d'entreprises. Alors, il y a un point qui est important pour moi. Formaliser une entreprise, c'est important, mais le plus important, c'est comment faire pour faire vivre l'entreprise. Si ça me prend en fait 6 mois pour créer une entreprise, OK, je peux attendre 6 mois, parce que d'ici là, je peux commencer à créer mon logo, je peux créer mon site internet, je peux faire plein de choses avant. Mais on a un pays comme le Sénégal où on dit, OK, tu peux créer une entreprise en 48 heures. Si je crée une entreprise en 48 heures, alors que l'entreprise est censée vivre 99 ans, et je n'ai rien pour tenir pendant ces 99 ans, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des vrais mécanismes d'intégration qui permettent en tout cas à bien formaliser quoi, les secteurs. Donc, et ça, il y a des sujets sur le taux faible, entre le faible taux de bancarisation, voilà, l'accès à l'électricité, etc., etc. Voilà. Il y a pas mal de sujets, en tout cas, qui, pour certains, c'est pas, il n'y a pas besoin d'aller faire, je sais pas moi, Harvard ou X pour les comprendre. Souvent, c'est des sujets qui sont à portée de main, où ça ne demande que de la volonté et se contenter en fait, des méga ressources. Le Covid, pour moi, c'est ça que ça doit en tout cas inculquer comme mindset aux États, mais également aux individus. C'est dire, voilà, comment on fait si on a un lockdown? Comment on fait si on sait qu'on ne peut pas compter sur un pays étranger pour me développer? Comment on fait si on se dit qu'on ne peut pas compter sur les banques pour me donner de l'argent, etc. Donc, il faut qu'on soit entreprenant, tout simplement. Que ce soit à l'échelle individuelle ou macroscopique, c'est l'entrepreneuriat, c'est voir comment collaborer, s'ouvrir, etc. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ces vrais sujets-là qu'on doit adresser aussi bien à l'échelle individuelle, privée pour un entrepreneur, mais également à l'échelle macroscopique pour les États. Merci, c'est très pertinent ce que vous venez de dire, surtout par rapport au consommé local. Donc, consommer local pour les individus, oui, mais est-ce que vous avez l'impression que des États, peut-être là où vous vivez, mobilisent aussi leurs entreprises pour, par exemple, se fournir aussi en termes de politique d'achat public? J'ai pu suivre, vu que je suis aussi active dans l'association, pour traquer justement des initiatives ou des mesures gouvernementales qui ont été prises au niveau des pays. En termes de politique d'achat public, on voit quand même encore certains pays qui commandent à la Chine ce qu'ils pourraient commander à leurs entrepreneurs locaux. Madame Kaj Wandai, est-ce que, par exemple, de ce que vous observez en RDC, est-ce que les entreprises, justement, ces PME, quel que soit le secteur où elles sont, si elles sont utiles à l'État, selon vous, est-ce que vous pensez qu'elles sont mobilisées pour la réponse, justement, au Covid? Il y a un grand souci, comme je venais de suivre mes prédécesseurs tout à l'heure, les autres intervenants, c'est que les PME ne sont vraiment pas préparés, mobilisés par rapport à la crise du Covid. C'est que le problème,
La plupart des Congolais, nous consommons, comme avait dit d'ailleurs un président africain qui a dit que nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est la grande difficulté. Notre économie est plus tournée vers l'extérieur. Par exemple, quels sont les produits de première nécessité ici en RDC? Les produits de première nécessité sont le maïs, les haricots, le riz. Mais on se tourne plus vers la Zambie, hein, un pays voisin. Qu'en Zambie, on n'a pas. Or, la Zambie travaille ça et produit sur place. Et on n'a pas, on se tourne vers l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, qui va prendre au Brésil pour emmener ici chez nous? C'est ça la difficulté. Or, nous avons tous ces produits-là ici sur place. Nous avons ces semences sur place, le maïs, le haricot et le riz. Nous avons la terre, nous avons le sol, nous avons l'eau. Donc, nous avons des saisons qui peuvent permettre que nous puissions investir ici sur place au travers des petites et moyennes entreprises dans l'agriculture par des particuliers. Et moi, parce que lorsque les produits de première nécessité ne sont pas pris sur place et que c'est tourné vers l'extérieur, c'est ce qui prouve qu'il y a même à un moment donné la dévaluation de la monnaie. C'est comme ça que même nos francs par moment ne sont pas très stables. C'est le dollar qui prime en RDC que les francs congolais. Donc, on est plus tourné vers l'extérieur qu'ici chez nous. Mais je pense que la plus grande difficulté, c'est que quand même on regarde, c'est au niveau du budget et de l'État. Quand on prévoit le budget, en tout cas, le budget pour l'agriculture, pour soutenir ceux qui sont dans l'agriculture, il n'est pas suffisant. Mais à un moment donné, l'État congolais avait pris des mesures dans le sens où, comme on a plus d'entreprises extractives ici chez nous, on voudrait que ces grandes entreprises investissent également dans l'agriculture et dans l'agro-pastoral. C'était une condition. Au départ, il y a même eu des suivis, des conseillers qui allaient sur place, des ministères qui allaient sur place pour vérifier si cela était appliqué. Mais depuis un certain temps, c'est un silence carrément total. Donc, la plus grande difficulté, c'est qu'on a une économie qui est tournée plus vers l'extérieur et sur quoi? Sur les de première nécessité. C'est ça la plus grande difficulté. Je pense qu'on n'est pas encore mobilisé à ce jour pour vraiment répondre aux effets que font ressentir le Covid sur notre économie et sur les petites et moyennes entreprises. Et une autre difficulté, c'est que je pense que la plupart des petites et moyennes entreprises sont soutenues par des gens qui se battent d'une manière ou d'une autre, mais il y a une grande difficulté et que j'ai entendu parmi les intervenants le dire, la création des entreprises, ce n'est plus un problème parce que là où les gens dépensaient plus de $2000 ou $1500 pour créer une entreprise, actuellement, avec $250, on est sûr de créer une entreprise au Congo. Avec moins de $250, $150 ou même $80, on crée un établissement au Congo. Donc, il n'y a plus trop de difficultés à la création. Mais le problème, c'est pendant le parcours, l'allègement fiscal, c'est ce qu'on voudrait dire, parce qu'il ne faudrait pas seulement penser à la création. Je suppose que comme on a créé et que les choses ont commencé à être un tout petit peu allégées de ce côté, je suppose que même plus tard, il y aura également un allègement fiscal par rapport à tout cela, des opérateurs économiques qui sont ici, aux petites et moyennes entreprises, qui d'ailleurs sont d'un grand impact sur les richesses et l'économie des pays, parce que ça regorge la grande partie du chômage. On engage beaucoup de gens dans ces entreprises, il y en a qui créent leurs propres entreprises et il y a moins de chômage. Chaque fois que ces PME sont touchés directement, vous voyez que le taux du chômage il est trop élevé et il y a vraiment ce problème-là. Moi, je pense qu'il faudrait voir qu'on ait un peu un allègement fiscal et de pouvoir subvenir aux besoins de la population. Parce qu'être mobilisé, c'est bien, mais il y a des difficultés. Parce que jusque-là, par exemple, sur le plan fiscal, en RDC, le ministre a pris une décision selon laquelle que sur les produits de première nécessité, ces produits-là ne seront pas frappés de TVA. C'est une bonne chose, par exemple, par ce temps qui court. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes, il y a des taxes à la douane. Est-ce que
on ne pourrait pas revoir ça. Parce que bien sûr que les frontières sont fermées à ce niveau, mais la grande partie de produits de première nécessité viennent de l'extérieur. Ouais. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on prend les pâtes, on prend ceci, cela. C'est vrai qu'à l'interne, il y a quelques entreprises qui ont commencé à créer ces genres de choses ici sur place, mais la majorité, c'est des pâtes de everyday que nous prenons. Everyday, ce n'est pas ici. C'est des pâtes de je ne sais pas quoi que nous prenons. Donc, moi, je pense qu'on devrait soutenir ces petites et moyennes entreprises et l'État devrait prendre ses responsabilités parce qu'il faut résoudre les problèmes que nous avons en face de nous. Il y a des gens qui se sont investis déjà dans l'agriculture, les soutenir peut-être de façon que pendant ce temps ici, ils sont en train de récolter jusqu'à faire conditionner ce qu'ils récoltent. Par exemple, les tomates, s'ils peuvent conditionner les tomates de façon qu'on ne puisse pas écouler ça en une semaine, que les gens ne puissent pas consommer ça en moins d'un mois, mais qu'on soit capable de mettre ça et on se dit, on pourrait écouler ça sur une année. Vous voyez un peu, on peut conditionner des feuilles de manioc, on peut tourner vers le local, consommer le local de façon qu'on se batte et qu'on relance notre économie parce que sinon, ça ne sera pas évident. Sinon, c'est vraiment pas évident. Comme je venais de le dire, au-delà de ça, il y a quand même des bonnes actions qui sont prises. Il y a le ministre national de l'économie qui a fait réduire le prix du carburant dans toute la République, au moins pour ceux-là qui ne sont pas en confinement total à la maison et qui peuvent se déplacer. En moins d'$1, on pourrait avoir 1 litre de carburant. Donc, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Je pense que c'est plus la fiscalité qui tue, qui détruit. Parce que même les gens qui mettent des travailleurs à la porte, ils se disent, ben, je voudrais bien les garder. Mais au-delà de ça, sur leur salaire, il faut payer l'impôt, il faut payer l'hyper, il faut payer ceci, cela. Donc, à un moment donné, ils se retrouvent en crise et se disent, mieux vaut que je ne les garde pas, que je les mette à la porte. Donc, même le peu qui pouvaient bien avoir de leur travail, ils ne savent plus l'avoir. Et c'est qui pousse encore beaucoup de gens à rester dans l'informel. Donc, l'allègement fiscal serait vraiment d'une importance capitale par ce temps qui court. Parce que au-delà de ne pas frapper de TVA les produits de première nécessité, il y a autre chose qu'on pourrait faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais toutes ces entreprises-là sont en train de se demander, mais comment le faire tant que les impôts sont derrière nous et ça décourage en fin de compte. C'est ça, au fait, mon point de vue. Merci beaucoup pour votre partage. Monsieur Boudjema, vous avez parlé plutôt de votre ambition, du coup, de plutôt vous orienter vers l'export, vu que la demande intérieure n'était pas suffisante. Est-ce que, par exemple, justement, une mesure de promotion, on va dire, du consommer local serait intéressant dans votre cas? Alors, absolument. Quand je parlais d'export, c'était vraiment sur certains segments de produits technologiques, donc qu'on pouvait exporter, mais qu'on a bien sûr commencé à commercialiser en Algérie. Par contre, en parlant de consommer local, consommer des produits nationaux, ça c'est plus un choix, mais c'est une obligation aujourd'hui. Je disais donc un petit peu comme toutes les économies africaines, donc on essaye de réduire nos importations. Donc, on revoit beaucoup nos politiques d'importation. On ne peut plus importer tout et n'importe quoi. D'autant plus qu'on avait un grand problème de fuite des devises vers l'étranger. Donc, alors aujourd'hui, en Algérie, on a deux devises, si vous voulez. Vous avez le taux de change officiel, donc la devise qui se vend sur les marchés boursiers, donc dans les banques. Et vous avez toute la devise qui se vend au marché noir. Et là, les taux ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour exemple, très simple, 1 euro, ça se négocie dans la banque à environ 140 dinars, 130 dinars, 130, 140 dinars. Et sur le marché parallèle, ça avoisine les 200 dinars. Vous voyez que c'est énorme comme différence. Donc déjà, l'accès à la devise n'est pas le même si vous êtes dans l'informel ou dans des marchés dans le formel. Oui. Donc, il y a ce côté-là. Après, aujourd'hui, promouvoir tout ce qui est production locale,
c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, mais qu'on n'a pas très bien réussi. Alors aujourd'hui, c'est bien. Surtout, alors, vous avez trois secteurs vraiment stratégiques. Vous avez bien sûr le tourisme. Alors, le tourisme a été impacté. En fait, il a deux gros problèmes. Le premier, c'est la formation. Donc, on a très peu d'écoles de formation, d'hôtellerie et dans tous les secteurs du tourisme en général. Donc, il y a le volet formation qu'on doit revoir, qu'on doit développer. Donc, il y a très peu d'écoles. Et le deuxième, on a pas mal subi l'effet sécuritaire, surtout dans le sud, donc dans le Sahara algérien, où on avait des problématiques donc sécuritaires. Donc, par sécurité, par précaution, on a dû imposer quelques contraintes donc aux entreprises qui investissent dans le tourisme. Donc, ça les a un peu bloqués parce que ça repoussait un petit peu les touristes étrangers. Donc, il y a eu quand même, ça nous a impacté sur ce côté-là. Par contre, aujourd'hui, nous relançons le développement du tourisme, mais c'est vrai que le cadre légal reste quand même un grand problème. Donc, beaucoup de travail de fond sur les facilitations à investir doivent se faire sur ce côté-là. Vous avez l'autre côté qui est celui des industries en général, donc tout le secteur industriel de production, de la sous-traitance, du développement de la sous-traitance, etc., qu'on revoit aujourd'hui. Donc, on essaye de favoriser la production nationale. Alors, on a eu, par exemple, sur les 5 dernières années, une très mauvaise expérience avec, par exemple, les industries automobiles, où, partant sur une mauvaise stratégie, on s'est retrouvé un peu à importer et juste à assembler en Algérie. Donc, aujourd'hui, nous revoyons aussi notre politique avec les sous-traitants, donc pour promouvoir la sous-traitance en général, et pour relancer de vraies économies, que ce soit dans les secteurs de l'automobile, de l'électroménager, d'électronique, etc. Donc, on essaye de repartir sur une base qui est de promouvoir le sous-traitant pour faciliter ou pour encourager l'investissement de grosses entreprises, de grosses multinationales pour faire des joint ventures ou du transfert technologique. Alors, l'autre volet qui est aussi stratégique, c'est celui de l'agriculture. Donc, produire en local pour consommer ces produits et éviter l'import et pourquoi pas exporter. Alors, ça aussi, c'est un grand débat en Algérie. Comment faire pour promouvoir? En fait, vous avez deux gros problèmes. Le premier, c'est la grandeur du pays. Donc, je le disais aujourd'hui, après la cession du Soudan, on est le plus grand pays d'Afrique. Et ça fait que on a des problèmes, par exemple, à l'attribution des terres, donc à l'attribution du foncier. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail de fond qui se fait pour faciliter l'accès au foncier pour les gens qui veulent investir sur de très grandes superficies. Donc là, on parle plus de petites d'agriculture à petite échelle, mais si on veut développer les grosses exploitations, donc l'accès au foncier, il est problématique. Deuxième problématique, c'est surtout le circuit de commercialisation. Aujourd'hui, en Algérie, on n'arrive pas à suivre un produit de la sortie de chez l'agriculture jusqu'au marché du coin, de la cité, etc. Donc, on a un gros problème de traçabilité des produits qu'on produit. Alors, par exemple, sur les problématiques sécuritaires dont je parlais, avec l'instabilité de la Libye, etc., on se retrouvait à produire, par exemple, je parle de pommes de terre, qui est un produit stratégique, par exemple, en Algérie. Donc, on se retrouvait à perdre des camions, des semi-remorques de pommes de terre qu'on ne retrouvait plus et qu'on a retrouvé qu'ils allaient, par exemple, en Libye ou sur des zones frontalières. Donc, la problématique de traçabilité de ces produits a fait en sorte qu'on repense aussi, donc ce que je parlais tout à l'heure de digitalisation, de revoir le circuit de distribution. Et donc, en passant par des circuits assez classiques, je dirais, de ce genre d'activités qui sont le producteur, le marché du gros, du détail et après les petits commerces. Donc, il y a le volet vraiment suivi de la production, mais produire, suivre la production et la commercialisation.
Donc, ces segments-là ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on revoit vraiment les bases de ce qu'on ne savait pas vraiment faire, mais surtout d'alléger tous les inconvénients pour faciliter l'investissement. Alors, je terminerai aussi donc, par le secteur du digital qui me tient à cœur parce qu'on œuvre dans le digital. Alors, sur le digital, vous avez deux problèmes, mais qui peuvent être des opportunités, qu'on peut les voir comme des opportunités, les premiers sont bien sûr les infrastructures et tous les services de base pour faciliter l'accès à Internet en général. Donc là aussi, il y a de l'investissement qui se fait. Donc il y a les entreprises qui œuvrent pour développer donc, le réseau Internet, même si on a une espèce de monopole par l'entreprise nationale. Donc il y a des possibilités, on l'espère, de créer d'autres entreprises pour faciliter l'accès à Internet. Aujourd'hui, vous avez voyé, je suis sur ma 4G parce que les opérateurs téléphoniques mobiles ont fait quand même un grand progrès de ce côté-là. Même en termes de prix, c'est assez accessible en termes de volume Internet. Après, vous avez l'autre volet qui est surtout la digitalisation des entreprises et des administrations publiques. Là, c'est un très grand chantier, si ce n'est que vous dire qu'on travaille encore avec le fax dans certaines administrations. Voilà, quoi. Pour les gens de ma génération, on ne sait même pas comment utiliser ça. Pour les plus vieux. Pour moi. Exactement. Moi qui est simplement, j'ai 26 ans. Un fax, pour moi, c'est voilà quoi, c'est plus cliquer sur les numéros, appeler que de recevoir une feuille. Donc voilà, vous voyez que en termes surtout d'outils digitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur les administrations, sur les entreprises, le process de digitalisation est tel qu'on n'a même pas d'outils, par exemple de suivi des RH, de la comptabilité, etc., qui soient déployés pour que tout le monde ait accès, etc. Donc, sur ce volet-là, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer avec des produits à eux pour améliorer la digitalisation des entreprises et faciliter qu'ils puissent gérer leurs entreprises plus facilement. D'autant plus que c'est aussi une opportunité que l'accès, comme je disais tout à l'heure, à la devise, il est complexe. Donc aujourd'hui, si je veux avoir accès, par exemple, à des services en ligne et payer avec ma carte de crédit, je ne peux pas le faire grâce à la carte de crédit corporate. Parce qu'avoir des devises pour l'entreprise, c'est un vrai casse-tête. Il faut passer par la Banque d'Algérie qui va donner des autorisations. Donc, c'est un vrai casse-tête. Donc, pour des petits montants, généralement, même si c'est pour l'entreprise, on passe par des cartes bancaires propres à nous, donc personnelles, pour payer des petits services, par exemple, je ne sais pas, accès à une plateforme, peu importe. Donc, vous voyez que sur certaines problématiques, c'est qu'on essaye de développer le digital, sauf qu'on n'a pas forcément les bonnes structures, les bonnes infrastructures et les bonnes plateformes technologiques pour suivre derrière. Donc, c'est ça le grand challenge aujourd'hui pour développer, entre autres, et celui de la bancarisation avec le développement du e-payment, pourquoi pas le mobile payment dont on n'a pas encore beaucoup d'idées en Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Boudjema. Madame Kaj Wandai, justement, donc en Algérie, bon, il y a peut-être un taux de bancarisation plus élevé, mais pour la région d'Afrique centrale, dont je suis aussi issue, le mobile money est peut-être plus intéressant pour nous. Donc, est-ce que vous y voyez un parallèle, par exemple par rapport au mobile money? Est-ce que vous voyez les PME, les TPE que vous observez ont compris l'intérêt et peut-être s'en servent déjà pour justement assurer une résilience et assurer des achats dans ce temps d'achat réduit, quand même, de demande réduite? Au fait, exact. Je pense que c'est précisément RDC à Lubumbashi, la bancarisation, les mobile money, ça a commencé et ça devient très régulier. La plupart des gens mettent leur argent sur le téléphone et tout. Et surtout qu'actuellement, à certaines banques, il y a un plafonnement où tu ne peux pas prendre, par exemple, au-delà de 1 000 $, tu ne peux pas prendre au-delà de ceci ou de cela. C'est des choses qui commencent un tout petit peu. Et puis demain, on vous dira, vous ne prenez pas au-delà de 300 $ parce que les choses sont en train un peu de bousculer.
Et c'est comme ça que la plupart des gens préfèrent par exemple mettre leur argent dans le téléphone. Ils se disent c'est plus facile. Mais dans le téléphone, il faudrait aller vers un agent pour avoir des billets avant d'acheter parce que vous ne payez pas directement avec Airtel Money ou bien, je ne sais pas, M-Pesa qui est Vodacom ou Orange Money directement. Il faudrait sortir de l'argent. Mais quand on a une carte bancaire, ça nous permet d'acheter, même dans des grands magasins, dans un restaurant, on pourrait payer facilement. Mais jusque-là, comme je dis, c'est encore les débuts. Donc, ce n'est pas une confiance totale, mais ça se passe bien. Il n'y a pas encore trop de dégâts. Il n'y a pas de dégâts à ce niveau, mais à un certain moment, il y avait des gens, des arnaqueurs, qui travaillaient dans le même domaine. Quand quelqu'un a besoin de retirer son argent, par exemple sur Mobile Money, vous voulez retirer de l'argent, ils accèdent au code et ils peuvent facilement retirer. Après, quand vous remarquez, vous avez retiré que $10, par exemple, et vous aurez l'impression que après, on vous fait signe que vous venez de retirer $15 et tout, parce qu'actuellement, dans les banques, c'est vrai, il y a des gens qui vont, par moment, c'est plein, par moment, c'est full, mais par moment, on vous dit, vous ne devez pas aller jusqu'à... Donc, le montant que vous devez prendre, il est plafonné à autant, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et on se dit, c'est déjà un début, c'est le début de la crise. Il y a eu des crises qui se sont passées dans notre pays. Ça commence ainsi. Après, à un moment donné, on veut l'échange d'argent, on fait en sorte qu'il y ait propagation également de la pandémie à coronavirus. Mais quand on utilise les cartes, je pense que ça facilite un peu, ça empêche que la propagation continue à se passer. Quand on utilise son téléphone, on peut facilement, sur base de son téléphone, acheter des unités. On pourrait facilement payer des chaînes à suivre pour la télé. On peut, à partir du téléphone, payer beaucoup de choses. Donc, Allô? je pense que c'est un... Je ne sais pas aller... Allô, vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Allô? Oui, oui. D'accord. On vous entend. Je dis... Oui. Je dis sortir du téléphone, quand on a de l'argent dans son téléphone, ça nous permet de faire quelques achats, par moment des petits achats à gauche, à droite. Je peux payer des chaînes pour la maison, pour suivre la télé à partir de mon téléphone. Je peux payer les unités, je peux payer beaucoup de choses sans que je n'aie besoin de me déplacer jusqu'à aller à la banque pour aller chercher de l'argent dans un sens ou dans un autre. Effectivement. Donc, nous approchons peut-être de la fin du webinaire. Donc, je vais vous laisser peut-être 5 minutes chacun, histoire de réitérer ce qui vous tient à cœur au niveau du soutien aux entreprises africaines dans le cadre de la riposte contre les effets socio-économiques du Covid. Donc, Monsieur Boujema. Alors, merci encore une fois pour cet échange. Moi, je suis tout le temps agréable. Ça me fait chaud au cœur d'échanger avec d'autres compatriotes africains en général, parce qu'on voit très vite qu'on a les mêmes problématiques. Alors, il y a certains qui sont en avance sur d'autres, sur certains segments, mais globalement, c'est plus ou moins la même culture. Et donc, c'est aussi un rapprochement côté business qu'on doit développer. Ouais. Alors, en parlant juste pour finir, donc moi je disais, aujourd'hui, les entrepreneurs africains ou même partout dans le monde, je pense que c'est des gens qui sont dans la réactivité, dans la vitesse. Donc, ils ont besoin d'aller vite. Ils n'ont surtout pas besoin d'avoir des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que si un entrepreneur veut réaliser son projet et il doit aller vite, parce que voilà, c'est un contexte socio-économique très complexe, donc il y a de la concurrence, etc. Donc il ira vite, que ce soit sur le côté formel ou informel.
Donc, s'il a la facilité d'aller vite, il le fera dans le formel. Mais si c'est trop bloquant, il réalisera son projet dans tous les cas, il commencera, mais ce sera dans l'informel. Et là, dans le deuxième cas, c'est dommage, surtout pour l'économie nationale. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit dans la suppression des impôts ou des taxes en général, parce que ça n'a aucun sens. Donc, si vous voulez avoir accès donc, à une autoroute ou à l'électricité, etc., vous devez payer vos impôts. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, le grand challenge africain, en général, c'est surtout l'économie informelle qu'il faudra étudier. Moi, je dis bien étudier, non pas combattre, parce qu'on va apprendre beaucoup de cette économie informelle. Elle va nous apprendre beaucoup de leçons. Donc, apprendre de cette économie informelle, alléger les process, que ce soit de création d'entreprises, que ce soit le côté fiscal en ces temps de crise, mais surtout de se projeter à court et à moyen terme. Aujourd'hui, la crise, elle va passer probablement, mais ses effets resteront. Donc, il faudra revoir notre politique fiscale en général pour probablement augmenter l'assiette plutôt que de taxer ceux qui sont déjà taxés. Deuxième point, ce sera surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est la digitalisation des entreprises en général et des gouvernements. Je pense que c'est une question qui doit se poser au plus haut sommet de l'État et en commençant par le bas. Moi, j'y crois parce que tout simplement, comme vous, par exemple, qui faites vos études sur Paris, j'imagine que ça ne vous pose aucun problème d'utiliser votre carte bleue quand vous êtes sur Paris. Donc, il se pourrait que vous n'ayez jamais utilisé de carte bleue dans votre pays. Dès que vous allez sur Paris, vous l'utilisez le plus simplement du monde. Donc, l'adoption de ces nouvelles technologies, de ces moyens de paiement, de toutes ces nouvelles pratiques, elles seront simples, elles seront adoptées par la population africaine, tout comme ça a été le cas, par exemple, pour les applications des VTC, comme ça a été pour le e-payment. Par exemple, vous qui avez le m-payment, donc ça marche très bien. Vous voyez qu'on adopte très simplement. Donc, il faudrait juste qu'il y ait une volonté de modifier les choses, de changer les choses. Et il y aura certainement une résistance au changement, ça c'est inévitable. Mais par contre, si on a une volonté, une méthodologie à faire, je pense qu'on peut que réussir, d'autant plus que là, on n'a pas le choix. C'est très bien. Donc, arriver dos au mur, c'est où on réussit, on réussit. On n'a pas d'autre choix. Donc, moi, j'y crois au partage, au développement de partenariats partout dans le monde. Donc, si on arrivait, par exemple, à créer des entreprises facilement dans son pays comme dans d'autres pays, j'imagine que tous on rêve d'aller créer des entreprises à Dakar, au RTC, au Gabon, etc. Donc, c'est un rêve pour nous, d'autant plus que nous, par exemple, on a des frontières avec tout ce qui est Mauritanie, Niger, Mali, etc. Donc, c'est eux aussi des portes vers d'autres marchés africains qui sont en pleine expansion. Donc, pourquoi pas consommer africain. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boudjema. Et le dernier mot, du coup, pour vous, Mme Kajouadnaï? Merci, Mme Joël. Au fait, mon dernier mot également est celui de soutenir les petites et moyennes entreprises parce qu'on sait voir leur impact sur l'économie. Ça relance toujours l'économie d'un pays et surtout pour notre pays qui a besoin d'avoir une classe moyenne parce qu'à un moment donné, il a été constaté qu'il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait carrément un écart, un espace vide, pas de classe moyenne et tout. Et c'est comme ça qu'on a essayé de mettre plusieurs places pour permettre à ceux-là qui voudraient se lancer dans l'économie mais par le petit moyen et d'entreprendre en réellement difficulté aucune. Simplement, je me dis, le Covid, il est là, donc il faut faire avec, on devra vivre avec. Simplement, il faut encourager ces gens à se battre et aller de l'avant. Et surtout ceux-là qui sont dans l'agriculture, principalement c'est moi, c'est mon point de vue, parce que je me dis pour l'agriculture permet à ce qu'un pays puisse relancer son avoir mis très extraverti. Comme je le dis, actuellement, on ne peut pas dire qu'on pourrait vivre en
excusez-moi, Madame Kajwandai, on ne vous entend pas bien. Donc, notre économie est tributaire de beaucoup de pays, mais il y a le de personnes. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. En fait, ça bug et ensuite ça s'en mêle. Je ne sais pas trop comment le dire, mais allez-y, allez-y. Désolée. Un problème de connexion. Je pense que c'est un problème de connexion. Oui, effectivement, ça doit être un problème. Je ne sais pas si c'est le même bruit. Bah, je crois peut-être si vous pouviez enlever la vidéo, peut-être que ça facilitera. Un problème de micro. Peut-être. Oui. Peut-être. Si, bon, ça va. Oui. Ça va, c'est bon, vous m'entendez? Très bien là, oui. Ah, d'accord, ça va. Je disais ceci, mais je ne sais pas à partir de quel moment vous m'entendiez plus. Donc, vous avez dit, vous avez Alors, parlé je disais et que c'est à quel point c'est vital pour une économie. Allô? Allô? Madame Kajwandai? l'économie. Donc, je pense que principalement, notre État devrait plus se baser aussi dans l'agriculture parce qu'au-delà des mines que nous avons, qui attirent d'ailleurs plusieurs expatriés pour venir en RDC investir dans le domaine des mines, nous avons aussi l'agriculture, nous avons l'espace, nous avons 2 bonnes saisons qui permettent à ce que nous puissions évoluer dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'est plus important. Actuellement, on ne peut pas dire le contraire parce qu'on n'en est pas encore là. On ne peut pas vivre en autarcie. Donc, notre économie est encore tributaire de beaucoup de pays, et principalement des grandes puissances et tout. Mais on se dit, peut-être que c'est le moment où on devra commencer quelque chose. Il y a toujours un début à toute chose. Je pense que c'est le moment où notre État devrait budgétiser nécessairement dans... Ah mince. Bon. Au sujet de la digitalisation, il faut qu'on s'améliore. Je suis d'accord avec vous. Exactement. Bon, vu que nous sommes déjà à la fin, je suis navrée que Madame Kajwandai ait eu ce problème de connexion. Donc déjà, je vous remercie Monsieur Boudjema, je remercie également donc tous les intervenants qui nous ont accordé leur temps et nous ont partagé leur expérience au cours de ce webinaire. Je préfère conclure là. Nous espérons avoir d'autres webinaires autour du même sujet. Nous espérons du coup que le message de tous les entrepreneurs et de tous les acteurs que nous allons réunir sera entendu. En tout cas, nous emploierons, nous, COVID-19 Africa, à mettre tout en œuvre pour que ce soit le cas, dans la mesure de nos capacités. Je vous souhaite une bonne soirée, Monsieur Boudjema, et je vous souhaite une bonne soirée et je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce webinaire. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.